Alors c'est parti pour la suite. Déjà un grand merci pour l'invitation. C'est tellement rare ces journées sur la lecture documentaire. Donc voilà, un grand merci. Donc moi je suis Juliette Renaud, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE Centre Val-de-Loire, Orléans en fait. Voilà, c'est l'université d'Orléans. Et moi je vais traiter des pratiques ordinaire des enseignants en lecture documentaire du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Voilà. Alors pourquoi les pratiques ordinaires? Pourquoi c'est dans mon champ d'action? Donc moi, je conçois des outils d'enseignement de la lecture documentaire. C'est le cas pour le cycle 3. Et je travaille maintenant au cycle 2 et au cycle 1 pour concevoir ces outils d'enseignement. Et vous allez dire, mais alors pourquoi le lien avec les pratiques ordinaires? Eh bien, finalement, dans mes sujets de recherche, il y a deux aspects. Un premier en ergonomie de conception, la manière de concevoir des outils, et puis un aspect en didactique du français. Parce que si les chercheurs se mettent à concevoir des outils d'enseignement trop éloignés des pratiques ordinaires, eh bien, ça va être un outil qui va rester dans un placard. Des enseignants qui vont dire « Ah ouais, encore un truc de chercheur, on voit bien qu'ils ne connaissent pas un tel et un tel dans ma classe, c'est absolument pas possible de le mettre en place. » Et donc, voilà, moi j'essaye de sonder les pratiques ordinaires pour pouvoir concevoir des outils qui seraient bien ajustés aux pratiques et qui tiennent compte de tout ce que les enseignants font déjà. Voilà. Alors un premier point sur, je le dis de manière un peu triviale, hein, mais c'est quoi le problème? Parce que s'il n'y a pas de problème, je repars avec mon micro et puis je laisse la place. C'est quoi le problème? La lecture documentaire, ces documentaires, on a un peu l'impression, vous l'avez dit hein, juste avant, qu'ils sont ce que n'est pas la lecture des textes narratifs. Et la traduction de documentaire en anglais, c'est non-literature book. Donc vous voyez bien ce non, ça veut dire que voilà, c'est dans l'ombre. Puis à la limite, pourquoi vraiment se pencher sur cette non-littérature? Est-ce que ça ne se lit pas comme ça, tout seul? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'enseigner? C'est ça, il y a, on va dire, un malentendu sur ce type de texte. Et dans ces malentendus que nous allons sonder, le premier, c'est que peut-être un usage spontané suffirait. Un usage spontané, ça veut dire en tant qu'enfant, en tant qu'élève, est-ce que le fait d'être confronté à des documentaires chez soi, à l'école, eh bien, est-ce que ça ne permettrait pas d'apprendre à les lire? Alors, on a un tout petit bout d'enquête. J'aime bien cette enquête de la DEP, la Direction de l'évaluation pour la prospective et la performance, où dans l'enquête CEDRE, donc là, vous voyez pour des élèves de CM2 au cycle 3, quand on leur a demandé « Qu'est-ce que tu lis en dehors de l'école ?» Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Eh bien, ils disent « Je lis pour apprendre ». Lire pour s'évader, c'est plutôt dans les catégories socio-professionnelles favorisées. Voilà, où là, il y a du lire pour s'évader et s'informer, toute catégorie socio-professionnelle, pareil, pour apprendre. Et donc, on peut se dire, il y a quand même, pour près de 60% des élèves, l'objectif principal de la lecture, c'est apprendre. Donc, on pourrait très bien se dire, puisqu'ils sont tout le temps en train de lire pour apprendre, est-ce vraiment nécessaire d'enseigner ce type de lecture? Eh bien, justement, qu'est-ce que ça donne? Alors, très rapidement, hein, parce que ce n'est pas du tout l'objet de ma présentation ce matin, mais qu'est-ce que ça donne dans les évaluations nationales, internationales? Est-ce qu'ils se débrouillent si bien, nos élèves, puisqu'ils lisent ça tout le temps, en dehors de l'école? Ceci, c'est Objectif 2030. Nous sommes bientôt en 2026, attention, l'objectif devra bientôt être atteint. J'attire votre attention là-dessus, sur le faible niveau en compréhension de l'écrit. Alors attention, ça englobe autant les textes narratifs que les textes
informatif. Et vous voyez, nous sommes en bleu, l'Union européenne en orange, et l'objectif est d'atteindre la ligne verte. Attention, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu le faible niveau en littératie numérique. Ça veut dire les textes pour apprendre et la manière de les comprendre, de les traiter sur Internet. Et là, vous voyez qu'on part de très, très loin, la France comme l'Union européenne, et l'objectif semble peut-être encore plus difficile à atteindre. Donc ceux qui seront avec moi cet après-midi dans l'atelier lecture numérique, vous en saurez davantage. En tout cas, vous montrez que ces textes pour apprendre, c'est probablement des documentaires, c'est probablement du Wikipédia, du Wikidia, et que là, ce sont des élèves de 4e. Et en 4e, ils n'arrivent pas à les traiter. Lire et comprendre, c'est difficile. Donc là, on était avec les élèves de 4e. Alors c'est parti, je continue un petit peu mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, on voit que 44% des élèves de 13-14 ans n'ont pas les compétences attendues. L'objectif, c'est moins de 15%, je le répète, en 2030. Nous sommes en 6e. Test d'évaluation à l'entrée en 6e sur la lecture documentaire. Des fois, c'est sur le compostage, des fois, c'est sur le sommeil. Donc là, je vous montre celui sur le compostage, on est bien d'accord. C'est un documentaire, il est hétérogène, il y a des tableaux, des paragraphes. J'ai mis l'animation d'une page qui se tourne, mais en fait, pas du tout, parce que c'est une lecture sur écran. Vous voyez une image, une légende, un paragraphe, et ça va rejoindre ce qui venait d'être dit, où finalement on se rend compte dans ce questionnaire, j'attire votre attention sur la première question, repérer un genre à l'aide de ses caractéristiques textuelles, ça veut dire est-ce qu'ils ont repéré que c'était un documentaire? Eh bien, ils l'ont repéré à 37,6%. Donc autant dire que c'est très très mauvais. Donc on en est là, c'est-à-dire que en 6e, de se dire c'est un texte documentaire, non. Alors, ce matin, vous l'avez dit, des enseignants disaient peut-être qu'il faudrait que j'apprenne davantage à mes élèves ce tri de livres, à différencier les documentaires des autres albums. Bon. Peut-être qu'en CM2, ils se débrouillent très très bien. Allons-y. Test d'évaluation en CM2. Donc là aussi, pas de souci, c'est bien un documentaire. Images, petits paragraphes, des sous-titres, envergure, son apparence, sa nourriture, etc. etc. 12 questions, donc à chaque fois un questionnaire, et on se rend compte, donc ça c'était ce qu'en disait la DEP en octobre 2024, puisque nous n'avons pas encore les résultats pour 2025, les écarts de performance entre les élèves scolarisés en REP+, et ceux hors éducation prioritaire sont les plus importants en compréhension de l'écrit et dans le lexique. Compréhension de l'écrit, attention là aussi, je ne veux pas donner de fausses idées, c'était texte informatif et narratif mélangés. Voilà. N'empêche que c'est là où il y a le plus d'écart, 25 points, c'est colossal. Et donc, si on remonte encore un petit peu, non pas en CM2, mais en CM1, avec les évaluations internationales PEARLS, eh bien, on a la même chose, je vais passer très très vite. Vous voyez une flèche pour les textes informatifs, une flèche pour les textes narratifs, et c'est parti pour regarder les résultats. Eh bien, pour les textes informatifs, ils ne cessent de baisser. Ils se sont enfin stabilisés en 2021. Enfin, on en était déjà à un nombre de points très très bas. Et donc, oui, une baisse marquée sur ces textes. Et on peut se demander quelles compétences sont mal maîtrisées. Là aussi, très très rapidement. Ce qui m'a intéressé, c'était de comparer avec les meilleurs pays européens et de regarder le niveau dans les compétences. Est-ce que c'est un sous-niveau 1, un niveau 1 qui serait prélever des informations, niveau 2 faire des inférences, niveau 3 interpréter, niveau 4 évaluer des éléments textuels ou comprendre le sens global. Et vous voyez que la France, par rapport aux meilleurs pays européens, est plutôt championne en sous-niveau 1, championne en niveau 1, donc voilà, ils arrivent à prélever des informations explicites. Niveau 2, on se débrouille quand même pas trop mal.
Et alors là, ça commence à être beaucoup plus difficile pour le niveau 3 et niveau 4. Il y en a finalement très peu d'élèves qui, en CM1, atteignent ce niveau 4. Donc des compétences complexes. Ça va des compétences les plus simples aux plus complexes. Et l'idée, je continue le raisonnement, hein, c'est qu'est-ce qu'ils font finalement dans ces pays-là, Irlande du Nord, Irlande, Angleterre. Bon. Alors moi, je me suis juste penchée sur les pays de l'Union européenne. Que font les professeurs des écoles qui obtiennent de meilleurs résultats que nous? Que travaillent-ils au moins une fois par semaine? Donc, ce n'est pas anecdotique, hein, au moins une fois par semaine. Et voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est dans le rapport, là aussi, de la DEP, où on regarde entre la moyenne des pays de l'Union européenne et la France, et à chaque fois, on regarde l'écart entre les deux. Alors moi, j'ai éliminé, j'ai mis de côté prévoir ce qui va se passer dans la suite du texte, parce que je pense que ça, c'est plutôt du narratif. Et on se rend compte que parfois, il n'y a pas beaucoup d'écart. Vous voyez, retrouver des informations dans un texte, et notamment des informations explicites, ça va, il n'y a pas vraiment d'écart. En revanche, c'est là où déterminer la perspective ou les intentions de l'auteur, ça c'est difficile. Comparer le texte à des lectures antérieures, là aussi. Décrire la structure du texte, moins 36, et le summum est atteint, avec comparer ce que les élèves ont lu à des faits qu'ils ont vécus. Donc vraiment faire le lien entre leurs connaissances et ce qu'en dit le texte. Est-ce que ce sont des compétences simples ou complexes qui sont déficitaires, qui ne sont pas enseignées au moins une fois par semaine? Eh bien, oui, ce sont des compétences de niveau 3 et 4. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas d'écart pour les compétences de niveau 1 et 2, mais les compétences de niveau 3 et 4, finalement, ne sont pas enseigner. Et donc, voilà, si on évalue ce qu'on n'enseigne pas, finalement, c'est tout à fait logique que nos élèves n'arrivent pas à réussir les questions où il y a des compétences complexes. Et donc, je passe tout de suite à l'enquête sur les pratiques ordinaires. Moi, ça ne me suffisait pas. Vous voyez ce joli tableau de l'ADEP. Une fois qu'on sait ça, on ne sait pas grand-chose sur les pratiques ordinaires et j'avais besoin d'en savoir plus. Et donc, je passe à mon deuxième petit onglet, le questionnaire. J'ai fait passer un questionnaire et je vais dire vraiment 2 mots de la méthodologie et puis je vais tout de suite après analyser les réponses des enseignants. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est regarder comment les enseignants exploitent les documentaires et identifier leurs pratiques, bien sûr, mais aussi les difficultés qu'ils identifient et leur réussite. Qu'est-ce qu'ils pensent faire bien, en disant « Ah ça, vraiment, c'est mon point fort avec les documentaires » ou qu'est-ce qui les met en difficulté. Donc il y avait 3 questionnaires, un cycle 1, un cycle 2, un cycle 3, qui ont été diffusés l'an dernier, donc c'est vraiment du tout frais ça, 2024-2025, et même en 2023 pour le cycle 1. Et je suis allée m'inspirer des travaux de Hélène Baudry, qui est une Canadienne. Voilà, donc je n'ai pas inventé mon questionnaire, je suis vraiment allée faire mon marché dans un questionnaire existant. L'échantillon, évidemment, des enseignants de cycle 1, 2, 3, vous voyez le nombre de réponses, je ne vais pas le lire, ça n'aurait aucun intérêt. Peut-être vous dire d'où viennent ces enseignants. Est-ce qu'ils sont chevronnés, pas chevronnés? Alors, moi, c'est un petit peu compliqué, ce recueil de données. En fait, l'an dernier, j'intervenais et j'interviens toujours pour beaucoup de circonscriptions ou de formations départementales, académiques. Et donc, c'était un win-win. C'est OK, moi j'interviens pour votre circonscription, votre département, mais est-ce que vous pouvez diffuser ce questionnaire auprès de vos PE? Et avec au début, à chaque fois, je faisais un petit compte-rendu, une espèce de photographie panoramique en disant voilà à quoi ça ressemble votre utilisation des documentaires dans cette académie ou dans ce département ou dans cette circonscription. Donc finalement, ceux qui ont répondu, c'est déjà ceux qui avaient envie de répondre, bien évidemment. Et deuxièmement, ce sont soit des enseignants qui m'ont choisi
Alors, dans le sens où ils ont choisi la formation sur la lecture documentaire proposée par leur département, leur circonscription ou leur académie, et d'autres qui ne m'ont absolument pas choisi et qu'on impose un mercredi matin en leur disant, ben voilà, tel jour, ça va être Juliette Renaud et vous allez entendre une formation sur la lecture documentaire. Donc, voilà un petit peu pour le panel. Et je vais vraiment m'appuyer sur ces deux questions-là. Comment vous servez-vous des documentaires ? Quel point d'appui ou quelles difficultés rencontrez-vous ? Donc, je ne vais pas du tout présenter tout le documentaire, tout le questionnaire, mais vraiment ces deux axes-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Très rapidement, donc je vais vraiment beaucoup répéter ce qui a été présenté par les collègues, mais en même temps, c'est rassurant. Hein, voilà. Que sait-on sur les pratiques enseignantes en lecture documentaire ? Et je commence par les points communs du cycle 1 au cycle 3. Dans le comment vous servez-vous des documentaires. Alors, systématiquement, ils nous disent un à l'occasion. Donc, c'est un usage occasionnel, mais tous s'accordent à dire que vraiment, il y a un potentiel énorme, colossal dans les documentaires, et ils regrettent de ne pas plus les utiliser. Donc, vous voyez, une espèce de frustration, dire bon, bah, j'aimerais bien, mais en fait, non, c'est qu'à l'occasion. Alors, à l'occasion de quoi ? C'est bien ça ce qui nous intéresse. À l'occasion d'un projet, à l'occasion d'une séquence. Je travaille en ce moment sur la guerre de 14-18. Eh bien, je vais choisir des documentaires sur la guerre de 14-18. Un projet, on va bientôt aller visiter Chambord. Eh bien, c'est sûr, on va choisir des documentaires sur Chambord pour préparer la sortie. Et à chaque fois, et ça vous l'avez très 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 bien dit, la curiosité. C'est pour éveiller la curiosité. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais petite, vraiment, j'adorais en savoir plus. C'est pas possible de juste s'en tenir à ce qu'il y a dans les programmes. Ça leur permet d'avoir l'envie d'apprendre, l'envie d'apprendre. Donc ça, vraiment, c'est énormément mis en avant. Lecture suivie, pas fréquente, non, il n'y a pas de lecture suivie des documentaires. Et la lecture offerte des documentaires est, alors peut-être un bien évidemment, en tout cas on s'y attendait, plus présente au cycle 1 et 2 qu'au cycle 3. Il y a moins de lectures offertes de documentaires. La consultation libre, ça aussi vous en avez parlé, eh bien c'est une pratique qui est partagée du cycle 1 au cycle 3. Moi je ne suis pas allée beaucoup plus loin et c'est pour ça que vos données m'intéressent énormément. Des objectifs partagés. En 1, ils disent, nous on veut enrichir le lexique de nos élèves. Ils n'ont pas de lexique, vraiment ils ont un répertoire lexical assez faible. Ça va nous permettre de leur apprendre beaucoup plus de mots spécifiques. Voilà. Travailler un thème précis, ben ça on l'a dit, hein, que ce soit le château de Chambord, la guerre de 14-18, ou encore acquérir des connaissances, plus de 80% des réponses, en acquérir plus sur un sujet, probablement en lien avec développer la curiosité. Donc ça pour moi ce sont des points communs, c'est un peu fait à la truelle, hein, je suis désolée, vous étiez vraiment en finesse, moi c'est beaucoup moins fin, mais en tout cas, voilà, on retrouve dans ces points communs ce qui a déjà été évoqué. Cette enseignante qui dit « Moi, j'utilise des documentaires pour que les élèves trouvent des informations et aussi pour montrer la différence entre fiction et documentaire. » Donc, on ne s'est pas concerté avant, hein, je vous promets, j'avais rendu ma copie en tout début, mais on voit bien combien c'est lié, hein, cette volonté de différencier fiction, documentaire. C'est très rare, mais là, vous avez un exemple en classe, un affichage qui met aussi en évidence cette différence entre fiction et documentaire. J'avance. Oui, mais, et à la limite, c'est ce qui m'intéresse le plus, à quelles difficultés sont-ils confrontés ? Alors, ils vont nous dire que dans les difficultés des élèves, et j'ai bien différencié les deux, c'est comprendre le vocabulaire. Vous savez, c'est leur objectif. Ils disent « Ah oui, vraiment, on veut travailler les documentaires parce qu'il y a un vocabulaire spécifique, mais ils ont du mal, les élèves. » Et ils disent aussi « C'est difficile de se repérer dans le document. » Vous l'avez dit, donc je ne vais pas insister. La difficulté des enseignants, le manque de temps.
Manque de temps, on aimerait bien, ce serait super de pouvoir à chaque fois faire des ponts avec des documentaires, mais franchement avec le programme, là, on a déjà du mal à le boucler alors. Le budget qui est limité, ils aimeraient acheter des documentaires, ils ont bien conscience que ce qu'ils ont en fond de classe ne suffit pas, mais ils n'ont pas l'argent, et trouver le bon support, parce que ça va quand on passe quelques mercredis après-midi dans la bibliothèque du coin ou à la médiathèque, mais pour trouver le bon support sur la thématique qu'on veut absolument travailler, c'est un casse-tête énorme. Par exemple, pour Chambord, Véridique, qui disait « mais je trouvais que des choses trop compliquées, moi, pour mes élèves de CE1, CE2, c'était pas possible ». Donc, trouver le bon support, bien paramétré, c'est très difficile. Les élèves rencontrent des difficultés à isoler les réponses parmi le flot d'informations. Ça, on en a parlé aussi. Ils ont du mal à se repérer lorsqu'ils proposent à leurs élèves des documentaires. C'est vraiment difficile. Un petit peu les spécificités. Pour le cycle 1, l'image. Il y a une entrée dans le documentaire. Ils disent, moi, je travaille sur les images, les photographies. En effet, donc, ce sont probablement de vieux documentaires. L'image est énormément travaillée. De l'oral, on observe l'image, on la décrit, on la nomme et ils disent, mais nous, on a quand même une difficulté, mais dites-leur que leurs livres sont trop petits. Mes premières découvertes, vous le voyez, il est vraiment très petit pour une utilisation collective et donc tous s'insurgent contre le format de ces livres. Le comment faire, besoin de méthode, là aussi je vous assure que j'avais rendu ma copie avant, ça c'est vraiment énormément mis en avant. Comment faire pour travailler avec ces documentaires. Un enseignant en cycle 1 dit, moi je le segmente. Ça, vous en avez parlé. Il lit tout, mais en le segmentant. Et il met en avant le fait que ce ne soit pas assez ludique pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il entend par pas assez ludique? C'est qu'il dit, moi, quand c'est... Alors, c'est pas un seul, évidemment, c'est parce que je le retrouvais dans beaucoup de réponses, c'est lorsqu'il y a un fil narratif, j'arrive à capter l'attention de mes élèves, parce que c'est une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et il y en a plein d'enseignants qui disent, mais moi, avec ces documentaires... En fait, j'arrive pas à les capter. Parce que justement, il n'y a pas de fil narratif. Ils ne s'attachent pas à tel personnage, puisque, bon, il va y avoir un renard, il va y avoir... Et donc, il y a une vraie difficulté où ils disent, bah, je vois bien le potentiel de ces documentaires, mais ils ne m'écoutent pas. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça les passionne. Je ne sais pas comment faire pour avoir leur attention et avoir à chaque fois un fil tout au long du documentaire, puisqu'ils lisent tout le documentaire. Cycle 2, cycle 3, alors là vraiment je répète ce qui a été dit, eux se servent des documentaires pour rechercher des informations à l'intérieur de manière peut-être un peu plus individuelle, on lâche l'oral collectif pour cette manière de faire. Derrière on entend les questionnaires, il y a beaucoup un documentaire, des questionnaires, et tout seuls, ils vont prélever des informations avec le questionnaire. L'enjeu, c'est confronter les élèves à de vrais textes. Bah oui, les documentaires, on les trouve dans la vraie vie. Ils veulent guider la lecture parce qu'ils disent c'est tellement compliqué pour se repérer qu'ils ne veulent pas décourager leurs élèves. Au cycle 3, l'esprit critique, on le retrouve ici. Ils veulent apprendre à leurs élèves à trier le vrai du faux. Donc ça, on l'a dit. Et la présence de documentaires dans le coin de lecture de la classe diminue un tout petit peu, en tout cas dans ce qu'ils annoncent, avec le niveau des élèves, mais reste quand même assez honorable. Moi, j'aimerais apprendre à mes élèves la lecture éclairée pour se faire une opinion, pour trier le vrai du faux. Donc il y a un vrai combat derrière avec ces documentaires. Ça va bien plus que d'aller rechercher des informations. Et si on zoome un tout petit peu sur lesquels dans les documentaires dans la bibliothèque cycle 1, cycle 2, cycle 3, donc j'avais de grosses suées tout à l'heure en me disant pourvu que nous soyons raccords. En fait, je pense, nous avons les petits docs. Alors là, numéro 1, c'est un nuage de mots, donc c'est vraiment selon la fréquence des réponses. Les petits docs, très 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 utilisés. Mes premières découvertes, vous savez, ces 6 petits documentaires qui sont terribles à utiliser avec un groupe classe, arrive grand gagnant en 2e position, médaille d'argent. Médaille de bronze pour les Kiddy Docs, les Waku et les Access Jeunesse. Voilà. Et il déplore les images trop petites et le texte compliqué, donc difficile à utiliser. Au cycle 2,
Alors là, il y a un petit gap là. Alors mon hypothèse, c'est que les enseignants du cycle 2 sont abonnés, ont des abonnements payés par la municipalité, et quand ils disent on n'a pas d'argent, et ben c'est peut-être pour ça que les magazines prennent le pas dans la bibliothèque, parce qu'on est abonné à Youpi, on est abonné à Wapiti, on est abonné à Waku, mais regardez comme ils sont grands vainqueurs, hein. Ils apparaissent vraiment très 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 gros, et puis après derrière, il y a un peu plus petit, les Gallimard Jeunesse, Mes Premières Découvertes, qui apparaissent aussi, ils sont aussi présents, hein, les albums du cycle 1, mais apparemment, en tout cas c'est du déclaratif, attention, moi je suis pas comme les collègues, allez voir dans les classes. Et oui, donc c'est du déclaratif, c'est ce qu'ils veulent bien me dire, hein, de ce qu'il y a dans leur bibliothèque. Et au cycle 3, eh bien, de la même manière, les magazines sont très représentés, probablement aussi parce qu'il y a des abonnements dans les classes. Et puis, alors ça apparaît aussi dans les manuels. Ils disent, en fait, les documentaires, on prend ceux du manuel d'histoire, du manuel de sciences, du manuel de géographie. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est dû à l'occasion. C'est au fil des thématiques qui sont abordées dans les programmes. Je ne sais pas les exploiter correctement. À chaque fois, cette lacune, hein, ils disent « moi, je ne sais pas faire ». Voilà, je vous le dis. Je ne sais absolument pas comment les exploiter. Si j'essaye de faire le lien avec ce qu'en dit la recherche, vous avez ces premiers auteurs, là, en 2000, qui nous disent que les documentaires ne sont pas souvent lus par les enseignants à tous les niveaux scolaires. Donc oui, ça converge. Duke 2000 et aller jusqu'à calculer le nombre de minutes par jour consacrées au documentaire. Alors là, regardez ça, 3,6 minutes par jour contre 1,9 minutes dans les écoles en milieu défavorisé et avec pour moitié une absence carrément du texte ou de l'album documentaire. Donc c'est vraiment peau de chagrin, hein. La vedette, ce qui est mis en vedette, il n'y en a pas trop sur les murs, il n'y en a pas trop dans la bibliothèque de la classe, en tout cas en vedette. Voilà. Ils se font voler la gloire par les albums narratifs. Et Yop et Yop eh bien, disent que les enseignants lisent rarement des textes documentaires. Ça, on le savait déjà depuis 2000, mais ils disent que ce sont surtout des histoires qui sont choisies pour les lectures en classe. Voilà, un petit coup de Stéphane Bonnet. Ben oui, j'adore cette citation, donc voilà, je rends à César ce qui est à César. Les enseignants en REP utilisent ainsi l'album pour faire connaître du lexique, donc il le dit depuis 2015, hein, voilà, relatif à la vie quotidienne ou à un projet thématique auquel émarge le livre sur un pays, des animaux, etc., etc. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé, hein, toutes. Mais ils insistent peu sur les caractéristiques qui pourraient permettre de développer des modes de compréhension du récit, comme les liens logiques, les enchaînements du texte ou des images. Ce lien, par exemple, complémentarité texte-image, qui a été évoqué en début de matinée. Donc c'est vraiment pour le contenu du documentaire et pas tant un travail sur sa forme. Bon, voilà, là, je commence vraiment à radoter. Et donc, très rapidement, qu'est-ce qui se passe quand la lecture documentaire est travaillée? Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous dire que c'est pas travaillé, donc j'aurais pu le résumer en une phrase. Donc, je fais partie d'un projet ANR qui est dirigé par Anna Potoki, et dans le premier axe, dirigé par Caroline Virio-Gödel, il y a des observations écologiques. Ça veut dire qu'on va dans les classes et on regarde ce que ça donne sur les documents, et même pas documentaires, les documents qui sont utilisés en classe. Bon, moi, en fait, comme ils me connaissent, la classe dans laquelle je suis allée, qu'est-ce que j'ai vu? Du documentaire, bien entendu. Voilà. Et donc, voilà ce que ça a donné. Donc ça, c'est une étude de cas, hein. Mais vous allez voir, elle est quand même assez représentative du petit pourcentage d'enseignants qui travaillent la lecture documentaire. Au mur, une affiche, avec vraiment, là, sur la structure, hein. Ça s'appelle un titre, ça s'appelle des sous-titres, ça s'appelle un cadre. Le documentaire qui est utilisé pour les rituels. Oh, bah ça y est, on est au mois de mai, on était passé au printemps. Et ben, un petit documentaire pour dire ce qu'est le printemps. Et dans sa bibliothèque, étiquette Waku. Donc, ils ont leur propre pile abonnement.
Et puis de l'autre, allez hop, les documentaires, un petit peu tout ce qui vient. Voilà. Et ce qui va peut-être nous intéresser encore plus, voilà ce que j'ai vu. Et alors celui-ci, je le vois partout. Et oui, ça vient d'un blog. Le documentaire, ils vous ont dit qu'ils ne peuvent pas les utiliser. En somme, c'est trop compliqué. Ils n'arrivent pas à en trouver des bien paramétrés par rapport à leur niveau de classe. Qui sait mieux paramétrer un documentaire que la blogueuse enseignante qui... Donc là, il y a du clé en main. En fait, ils vont utiliser ces documentaires-là, qui ont tout du documentaire. Hein. Il y a les images, c'est éclaté, hétérogène, ça veut bien expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est sur la vraie vie. Et puis, ils utilisent des questionnaires. Voilà. Et donc là, on retourne dans une pratique extrêmement traditionnelle. Et là, l'enseignante, quand je l'ai interviewée, elle dit « Oui, j'ai voulu travailler sur le thème du printemps, l'hirondelle. » Donc là, Stéphane Bonnery, qui avait bien identifié que les documentaires, c'est pour travailler sur un thème, là, on l'a aussi. Puis on avait parlé de migration un peu avant les vacances. Alors, je voulais qu'on réutilise ce terme-là. Allez, hop, on utilise le documentaire pour le lexique. Très souvent, les documentaires, jusque-là, on les lisait ensemble. Donc, on les lisait en entier. On expliquait des mots compliqués, et après, quelques jours après, on avait un travail à faire dessus, histoire que ce soit pas trop frais quand même, pour pas trop leur faciliter la vie. À cette époque de l'année, ils commencent à se débrouiller, c'est une classe en lecture qui fonctionne relativement bien, ils décodent tous, et donc ils ont découvert le documentaire lorsque j'étais au fond de la classe. Et voilà comment elle a fonctionné très rapidement. Rappel sur ce qu'est un documentaire et comment il se lit en 4 minutes top chrono. Et ensuite, on a travaillé sur le vocabulaire, migrateur, poutre, fourche, où là, pour les 3 mots de vocabulaire, on y a passé 8 minutes. Donc, vous voyez, dans les choix, ça dit beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Et puis après, dans l'entretien, elle me dit « Oui, moi j'ai travaillé sur le vocabulaire, parce que je les donne dès le départ, parce que sinon, après, ils vont m'interrompre. Je ne pourrais pas travailler avec les autres élèves. » Donc, c'est pas derrière un souci sur faire acquérir du lexique. C'est pour qu'ensuite, je puisse avoir la paix avec mon groupe, je puisse être tranquille. Mais c'est hyper intéressant, cette justification. C'est vraiment parce que le lexique est un obstacle dans le documentaire, donc là, on le démine. Peu importe si après, ça fera vraiment partie de leur répertoire lexical. Et donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, 3e étape, ils sont tout seuls, ils prélèvent des informations en autonomie, et puis on corrige au fil de la séance, ils viennent la voir quand ils ont terminé. L'hirondelle est bicolore. Il fallait aller regarder ici. Information explicite, niveau 1. L'hirondelle ne construit pas son nid. Il fallait aller regarder en bas. Donc on voit quand même que c'était une lecture où dès les premières questions, regardez en haut du documentaire, en bas du documentaire, là, elle a créé son questionnaire. Elle n'a pas pris celui de la blogueuse, notamment parce que celui de la blogueuse, c'est dans l'ordre du documentaire. Voilà. Donc là, elle a bien saisi qu'il y avait une lecture très éclatée et elle les fait lire de cette manière finalement. Et enfin, combien d'œufs peut-elle pondre? Et alors là, tout s'est arrêté avec cette question. Combien d'œufs peut-elle pondre? Elle peut pondre entre 4 et 6 œufs environ, mais sur l'image, on en voit 5. Et donc, quand ils sont allés la voir, elle voyait des 5 œufs. Et là, elle leur disait « Toi, tu as regardé les images. Oui. Maintenant, tu vas lire. Toi, tu as regardé les images. Maintenant, tu vas lire. Maintenant, tu vas lire. » Vous voyez, tu n'as pas lu, tu as regardé les images. Lis le texte, tu vas trop vite. Mais alors, comment lire le texte? De quelle manière? On avait vu dans votre enquête du lecture survol, de la lecture sélective. Ça reste dans l'ombre. Ça reste dans l'ombre. Ils ne savent pas comment s'y prendre, mais en tout cas, on leur demande de lire le texte, sans jamais expliciter ce qu'on entend par lire le texte documentaire. Parce que d'ailleurs, peut-être que ça ne se lit pas comme un texte narratif. Ensuite, ça a été corrigé, voilà, ça a été ramassé, donc il n'y a pas eu de correction. Et il y a quelques années, lorsque je l'avais fait pour le cycle 3, finalement, c'est une pratique courante. Vous voyez, un documentaire, un questionnaire. Là, c'est une enseignante qui avait donné le texte la veille. Ils le lisent chez eux. Donc, on le fait lire comme un roman. On le fait lire du début à la fin, de haut en bas, de gauche à droite. Mais après, on dit « Ah oui, c'est une lecture sélective qu'il faut faire ». Le jour même, les élèves relisent, encore une fois, de haut en bas, de gauche à droite, comme un roman. Et puis, chaque élève lit une phrase à voix haute. On explique les mots incompris, la même, et ils réalisent des questions de compréhension et ensuite on corrige. Voilà.
Et donc, moi, ma question, c'était, est-ce que ça permet d'apprendre à lire les documentaires, cette pratique? Eh ben non. Eh ben non. Tout ça pour dire, eh ben non. Et il y a maintenant quelques années, enfin ça commence à être ancien, il y avait la même chose pour les textes narratifs. Où on disait, non mais en fait, quand vous utilisez un texte narratif avec un questionnaire, eh ben ça évalue la compréhension, mais ça ne l'enseigne pas. Et en fait, on en est exactement au même point avec les documentaires, à dire la même chose en disant, mais là, on a évalué la lecture documentaire, mais on ne l'a pas enseignée. Voilà. Et donc perspective, et je m'arrête, ne vous inquiétez pas, le mot de la fin. Donc perspective, répondre aux besoins de formation exprimés par les enseignants. C'était très fort aussi dans vos questionnaires et ça a été aussi dans le mien. Ils disent, on veut être formé. Moi, ce que je propose, c'est de développer des outils, des stratégies pour aider les élèves à surmonter les difficultés liées au repérage dans le documentaire et au vocabulaire. On pourra répéter 50 fois à l'élève, retourne à ta place et va lire. Ça ne va pas l'aider pour pouvoir lire de manière sélective. Cet enseignant qui dit comment passer d'une utilisation intuitive à un enseignement explicite. Bon, il y a une vraie volonté de dire, bon, moi je ferai un peu comme ça, mais c'est basé sur rien. Voilà, c'est un peu au doigt mouillé. Et finalement, je termine avec cette citation qui vient de PISA 2018. Les élèves issus de familles défavorisées n'ont généralement qu'une seule chance dans la vie, un excellent professeur et une bonne école. Et je pense que c'est ce qu'on essaye tous depuis ce matin, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir cet enseignement de la lecture documentaire pour qu'il n'y ait pas de fracture dans nos élèves. Je vous remercie.